À double tour, 2e épisode. Ce balado traite d'un sujet sensible. On y aborde plusieurs expériences de violence conjugale, ce qui pourrait heurter certaines auditrices ou auditeurs. La voix de plusieurs femmes a été brouillée puisqu'elles craignent pour leur sécurité. Si vous trouvez dans une situation de violence conjugale, vous pouvez contacter en tout temps la ligne SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. Ça peut être extrêmement troublant, ça peut être extrêmement intimidant pour les femmes parce que ce pas-là qu'elles doivent franchir pour dénoncer la violence, ça leur demande énormément de choses. Ça veut dire une rupture avec peut-être la communauté, le milieu d'appartenance, la famille. Ça peut être une rupture avec les seules choses qu'elles connaissent en étant au Québec. Et ça peut être une rupture avec les choses qu'elles connaissent aussi dans leur pays d'origine. L'immigration, c'est déjà une forme de coupure. Tu te retrouves éloigné de tout ce que tu connais. Avec un conjoint contrôlant, tu te retrouves aussi coupé des autres. À ce moment-là, déjà, je voyais plus mes amis. J'étais vraiment isolée à la maison. Il m'a interdit que ma soeur vienne à la maison. Elle me textait comme, est-ce qu'il est là? Je dis, oh, non, il est parti. Non, c'est là qu'elle venait chez moi. Ce genre d'isolement est souvent une tactique du conjoint, un des obstacles qui décourage les femmes de dénoncer en général. Et pour les immigrantes, il y en a plein d'autres. C'est ça le sujet de notre épisode. Lucienne est arrivée au Québec avec son mari et ses enfants à partir du Cameroun. Elle nous a raconté qu'ici, elle a subi de la violence conjugale pendant une 10aine d'années. Et durant toute cette période, le regard de sa communauté a pesé lourd. C'est toujours un peu ce qu'on vit là, on est toujours en train d'avoir peur que les amis vont dire quoi ou bien les voisins vont dire quoi, quand dira-t-on pourquoi et tout. Pourtant, c'est ce que toi tu vis, tu ne vis pas bien, c'est pas eux qui vivent ça, c'est toi qui vis. Donc, on s'oublie souvent un peu dans cette histoire. Les perceptions de la communauté peuvent aussi ajouter à la peur qui paralyse déjà. D'ailleurs, on l'a constaté de première main. Une femme déterminée à diffuser son témoignage a reculé au dernier moment. La crainte de représailles de son conjoint violent, ajoutée à celle de l'exclusion de sa communauté d'attache, était trop forte. Un autre obstacle propre à ces femmes, c'est le statut d'immigration. Lucienne avait sa résidence permanente. Elle n'a donc pas un statut précaire, contrairement à d'autres femmes que vous avez entendues. Donc, en théorie, elle n'aurait pas dû se soucier de son statut si elle dénonçait son mari. J'étais bête, là. Je ne pouvais pas comprendre que, étant résident permanent, j'avais le même droit que lui depuis que j'ai foulé la terre. Donc, pour moi, c'était que, oui, comme c'est lui qui nous a amenés et tout. Je ne pouvais pas me soulever, me réprimander sur quoi que ce soit ou bien dire que j'ai le même droit que lui. Au début de l'épisode, vous avez entendu Eva, une femme mexicaine qui a aussi vécu de l'enfer. Dans son cas, le statut a été une barrière directe à se sortir du cycle de la violence. Toutes les fois où elle envisageait de quitter son conjoint, il brandissait son absence de papier pour la dissuader. Un jour, pendant sa grossesse particulièrement violente, une intervenante psychosociale essaie de lui faire prendre conscience de sa situation. Mais Eva n'est pas encore rendue là. Elle m'a dit, je pense que tu vis la violence conjugale, je peux t'aider si tu veux. Je lui ai dit, non, c'est pas ça, c'est pas mon cas. Mais aussi, il y a le côté que nous, on a honte de ce qui nous arrive. Et c'est sûr que tu ne veux pas que personne se rende compte de ce que tu es en train de vivre. La honte, le déni, se sentir coupable, ces sentiments complexes-là, le partenaire violent les exploite souvent à son avantage pour installer ce que le milieu appelle le contrôle coercitif. Une emprise qui, pour les femmes immigrantes, inclut aussi d'autres aspects.
Mon nom est Maude Pontel. Je suis la coordonnatrice générale de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Ce pas-là qu'elles doivent franchir pour dénoncer la violence, ça leur demande énormément de choses. Il y a des femmes qui vont vivre de la pression de la part de leur famille pour rester dans leur relation, même si cette relation est violente et que c'est connu. Là, il va y avoir, par exemple, la famille qui vont les appeler continuellement. Il faut que tu retires ta plainte. Tu te rends pas compte la honte que tu es en train de mettre sur notre famille, sur ta famille, sur tes enfants. Tu veux pas que tes enfants aient un père criminel, etc. Donc, remettre la responsabilisation sur le dos des femmes. Puis, je pense qu'humainement, on peut tout à fait comprendre que pour ces femmes-là, c'est très difficile de faire ce pas-là. Il y a aussi nos familles en Afrique, parce que la famille, on est toujours en train de te dire, de te rabaisser devant ton mari, de faire... et elle a peur que la famille dira quoi aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'en dira-t-on? Donc, quand j'appelais mes parents pour lui dire que non, calme-toi, c'est ça les hommes, machin, il faut pas trop te lamenter. Même les hommes font ça, il y a d'autres qui font... pire que ça, faut pas faire ça. J'ai dit que ok, je pleure et je me calme. Il n'y a même pas 2 semaines, il a fait un appel à mon père, puis il lui a dit que je vais regretter tout ce que j'allais faire à lui, puis que moi je vis ma vie de façon inconvenable vu tout ce qui est éthique, tout ce qui est culturel de chez nous. Et ça m'a bouleversée aussi. La culture d'ailleurs, la culture d'ici, l'immigration, le bagage, la place des femmes. Comment on fait pour parler des immigrantes qui subissent la violence conjugale sans renforcer les stéréotypes? C'est la question délicate avec laquelle on se débat depuis le tout début de notre enquête. Pour pas nécessairement renforcer les préjugés, quand on voit que les femmes immigrantes sont quand même très présentes dans les maisons d'hébergement, je pense qu'il faut aussi se rappeler que les femmes nées ici, les femmes québécoises, ont peut-être d'autres réseaux que les maisons d'hébergement. Elles ont peut-être des capacités financières pour, par exemple, déménager ou peut-être de la famille chez qui elles peuvent aller habiter. Les femmes immigrantes, souvent, quand elles arrivent ici, elles n'ont pas de réseau. Donc, la maison d'hébergement va leur procurer un réseau, même si c'est pas le réseau familial, même si c'est pas le réseau culturel, et même si les femmes vivent énormément d'isolement, au moins c'est un réseau sécuritaire. Katia Jean-Louis, je suis agente de liaison à la Maison pour femmes immigrantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces femmes-là qui sont surreprésentées en hébergement, ce ne sont pas des femmes qui sont venues de nulle part pour atterrir à Québec pour demander « et sauvez-moi, sauvez-moi ». Ce sont des femmes, dans bien des cas, qui ont été dans une relation amoureuse. Mettons des cas où des conjoints sont allés dans leur pays d'origine pour comme promettre, oh, on va vivre au Canada. Des fois, il y a des femmes qui arrivent ici, c'est pas pour rester. C'est juste pour visiter, c'est juste pour vivre. Puis, mais le conjoint dit, ben, on va avoir la résidence permanente. Écoute, le processus, c'est pas si compliqué que ça. La femme reste parce que la femme tombe amoureuse. Puis ça déborde, puis il y a la violence, puis elle est prise parce qu'il y a un enfant. Donc, même si elle était venue comme ça, mais elle peut pas retourner comme si de rien n'était et laisser son enfant. Mis à part la violence conjugale, le processus d'immigration, l'intégration, c'est très stressant. Du coup, ça met la femme en situation de vulnérabilité. Mais si on essaie de comprendre la personne, de voir la personne pour ce qu'elle est, là, on va voir que c'est juste le système, la façon dont on arrange les lois, disons les programmes qui fait que les femmes se retrouvent dans cette situation. Sastal Castro Zavala, je suis professeur en travail social à l'UQAR Campus Lévis. Immigration, beaucoup de fois, on les mélange avec culture. Alors on dit, les femmes immigrantes, sa culture est violente. Et faire attention parce que beaucoup de femmes immigrantes se trouvent dans des contextes de vulnérabilité et ils ne se séparent pas
pas pour une question culturelle, sinon pour une question structurelle. Par exemple, ils n'ont pas d'accès à la santé. Certaines femmes avec un statut, ils ne pourraient pas demander de l'aide sociale. Et s'ils les demandent, ça se peut qu'ils ne vont pas l'avoir. Ils n'ont pas l'accès au logement. Ils pourraient être retournés à son pays, donc ils ne pourraient pas la garder son enfant qui reste ici avec le conjoint, si lui est canadien, par exemple. Ce sont toutes des choses qui fragilisent davantage les immigrantes. L'autre chose qu'elle mentionne systématiquement, peu importe leur statut, c'est leur méfiance envers la police. C'est d'ailleurs vraiment pas rare que le conjoint utilise cette peur dans son arsenal de manipulation. Il m'a dit, t'as rien, t'es illégal, donc tu vas appeler la police, ils vont t'enfermer en prison et après ils vont te renvoyer au Mexique et ils vont te renvoyer sans ton enfant. À tous les jours, il me disait ça. Donc j'avais tellement peur de sortir que je ne sortais pas. C'est sûr que dans les pays latinos, appeler la police, c'est pas la bonne chose à faire parce que c'est comme les méchants, un peu. Ils vont pas t'aider. Pour Eva, cette méfiance s'appuie aussi sur une mauvaise expérience réelle. En 2014, elle a eu peur de mourir aux mains de son conjoint violent. Après une succession d'événements, elle se rend compte que la police a contacté l'Agence des services frontaliers. Et elle se retrouve dans un interrogatoire avec des agents frontaliers qui envisagent de l'expulser du pays. Elle a l'impression d'être descendue au plus bas. C'est comme si c'était un animal. Comme j'étais, j'avais pas de veste, j'avais tellement froid. J'avais passé la nuit là-bas, c'était tellement froid. Comme elle avait entamé un processus d'immigration permanente pour motif humanitaire peu de temps avant, elle est finalement relâchée. Tout se passait comme très tôt le matin. Elle appelait mon avocat et mon avocat lui expliquait que j'avais déjà une demande en cours. Donc, je crois que c'est pour ça que je suis sortie. Parce que quelques heures plus tard, la femme d'immigration m'a dit « Ok, j'ai vu que tu me donnes un dossier où il y a toutes les preuves pour appuyer que je te laisse sortir aller chercher ta fille. » Je lui ai dit « Ok. » Et là, je suis sortie. Le cauchemar d'Eva s'est passé en 2014. Mais est-ce que ça pourrait encore arriver aujourd'hui? Au cours des dernières années, il y a eu de la mobilisation politique sur le sujet de la violence faite aux femmes en général. Il y a aussi eu le rapport « Rebâtir la confiance » qui a été commandé par Québec, rédigé par un comité d'experts qui s'est penché sur l'accompagnement des victimes. Parmi ces 190 recommandations, il y en a plusieurs qui concernaient les victimes immigrantes. On recommandait aussi de créer des groupes d'enquête spécialisés en violence conjugale dans les corps policiers. Anouk Saint-Onge, je suis commandante au service de police de la Ville de Montréal et je suis la chef de la section spécialisée en violence conjugale. La violence conjugale, c'est extrêmement complexe et nos enquêteurs comprennent bien la dynamique, le contrôle coercitif. Ils ont des liens avec les partenaires. Donc, ça fait souvent une grande différence, surtout pour certaines victimes qui sont plus méfiantes ou qui ont comme des réticences à rencontrer les policiers, d'avoir des enquêteurs spécialisés. Je pense que ça peut faire toute la différence. Comment on fait pour bâtir cette confiance-là en général, puis peut-être avec les femmes immigrantes encore plus? C'est sûr qu'on a besoin de nos partenaires. T'sais, dans les ateliers de francisation, ils rencontrent les femmes immigrantes pour expliquer, c'est quoi les lois au Canada, parce qu'il y a ça aussi, il faut expliquer c'est quoi nos lois, la violence conjugale, c'est quoi? C'est quoi notre définition de la violence conjugale, que c'est pas permis, c'est quoi les recours, d'appeler la police et d'essayer d'aller déconstruire des fois des pratiques qui sont complètement différentes du pays d'origine. Fait que ça, c'est beaucoup nos partenaires qui le font. On a aussi des policiers dans certains postes de quartier qui vont travailler avec des organismes locaux pour aller expliquer les lois au Canada, et la violence conjugale et autres lois. Mais je pense que c'est impossible d'aller rencontrer chaque personne qui arrive au Canada et qui vient au Québec, à
On a aussi parlé avec 2 précurseurs de ces adaptations, Joëlle Laparé, Martine Milton, les agentes de liaison en violence conjugale pour la police de Terrebonne. Elles disent qu'elles voient quand même beaucoup de dossiers de nouveaux arrivants et ça les pousse à s'adapter. Effectivement, au niveau des outils qu'on a développés pour aider du mieux possible les nouveaux arrivants et nos patrouilleurs, on avait trouvé un tableau très simple qui indiquait par rapport au statut de la personne, c'est quoi les droits qu'ils ont, par exemple l'assurance maladie, l'aide juridique, toutes des choses comme ça. Donc, on a fait photocopier ces tableaux-là pour donner à tous les patrouilleurs qui mettent dans leur patte de patrouille pour qu'ils soient au courant, pour pouvoir informer la personne avec qui ils sont. Ben, si tu fais une dénonciation, voici tous les droits qui vont te protéger, parce que souvent, la peur qu'ils ont, ces personnes-là, c'est d'être déportés, c'est beaucoup d'enjeux avec le parrainage. Donc, nos patrouilleurs sont au courant et ont chacun leur petit tableau. De notre côté, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de dossiers de gens à statut précaire, sauf que pour ces personnes-là, justement, on va toutes leur fournir rapidement les informations parce qu'on sait que les processus sont longs, des fois, au niveau de l'immigration. Il y a de la prévention, il y a de l'information, il y a de l'adaptation, mais il reste que c'est pas facile de travailler avec cette réalité-là. Les équipes spécialisées ne peuvent pas être présentes partout, tout le temps. On a donc colmaté de grosses brèches, mais il semble rester quelques failles. Un avocat en immigration tenu à la confidentialité nous a confié qu'une victime l'a encore appelé récemment d'un bureau des services frontaliers. La police avait appelé l'immigration. Dans l'ensemble, le récit des femmes qu'on a interviewées laisse l'impression qu'il y a réellement une attention particulière qui est mise envers les communautés immigrantes. Lorsque j'ai vu la police devant la porte, j'étais étonnée, contente, et je me sentis que je suis en sécurité, mais je suis aussi perdue. Je savais pas c'est quoi la bonne décision, je fais quoi, je dis quoi, mais par la suite, ils étaient vraiment très attentionnés, ils ont pris le temps pour discuter avec moi parce qu'au début j'ai refusé. Dans ma tête, je voulais pas lui faire du mal à mon ex-conjoint, mais en même temps, je voulais que je sois en sécurité. C'est comme si j'étais pris entre les deux, mais les agents de police ils ont bien fait leur travail. Ce qu'on va voir prochainement, c'est que celles qui osent faire le premier pas majeur de se reconnaître comme victimes, qui rassemblent leur courage pour dénoncer un conjoint malgré tous les obstacles, elles doivent aussitôt faire face à la bureaucratie du système d'immigration. Pour être éligible au permis de séjour temporaire, on ne peut pas avoir de statut valide. Ce qui fait que pour y arriver, il faut déjà être dans une situation ultra précaire. On l'encourage de dénoncer la violence conjugale parce qu'on s'entend que sa vie est en danger. Mais une fois dénoncée, là, elle est face au système. C'est comme sa vie est en danger par rapport au fonctionnement du système en soi. J'ai reçu l'avis d'expulsion comme si je devrais quitter le Canada immédiatement le lendemain de mon témoignage au procès de violence conjugale. C'est injuste. C'était À double tour, une série produite par Le Devoir. Vous pouvez d'ailleurs lire notre enquête complète sur toutes nos plateformes. Ce balado est animé par la reporter Sarah Champagne et réalisé par moi-même, Félix Deschênes, avec l'aide au montage de Julien Forêt. Pour ne pas manquer les prochains épisodes ou pour écouter les autres contenus journalistiques qu'on produit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez nous joindre, écrivez-nous via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.